Alors comment est-ce que c'est possible? Comment une démocratie moderne, en plein cœur de l'Europe, a-t-elle pu s'effondrer pour donner naissance à l'une des dictatures les plus brutales de l'histoire? C'est la question vraiment glaçante qu'on va décortiquer ensemble. On va se plonger dans la chute de la République de Weimar pour comprendre la montée de l'Allemagne nazie. Écoutez bien ces mots. On comptait 6 millions de chômeurs et je l'ai cru. C'est une jeune Allemande de 17 ans, Melita Machmann, qui parle, et avec cette simple phrase, on touche au cœur du problème. Ce n'était pas juste une histoire de politique ou d'idéologie lointaine, non. Pour des millions de gens comme elle, c'était une promesse concrète face à un désespoir total. Voilà, la question est posée. Comment est-ce qu'on passe d'une nation démocratique à une dictature brutale, et ça en seulement quelques années? Pour tenter d'y répondre, on va essayer de ne pas juste juger avec le recul. On va plutôt essayer de remonter le temps, de chercher les racines de la crise qui a rendu l'impensable possible. Pour commencer, il faut bien comprendre que l'Allemagne d'avant Hitler, ce n'était pas du tout une page blanche. Loin de là. C'était un pays déjà profondément fracturé. Un terreau, si on veut, où les germes de la crise étaient déjà là, bien en place, n'attendant qu'à pousser. Ok, regardons cette chronologie. On a une démocratie toute jeune, la République de Weimar, qui est déjà super fragile. Et là, bam, 1919, le traité de Versailles, une véritable humiliation nationale. Puis, 1923, Hitler tente déjà un coup d'État. Ça rate, mais l'idée est là. Et jusqu'en le pays commence à peine à respirer, paf, 1929, le crash de Wall Street qui met le monde entier à genoux. Chaque date, c'est un nouveau coup porté à une structure déjà chancelante. Et ce traité de Versailles, il faut vraiment comprendre ce qu'il représentait. Les Allemands ne l'appelaient pas le traité, ils l'appelaient le Diktat. Le mot dit tout, non? C'était perçu comme quelque chose d'imposé, d'injuste. Parce que ce n'était pas qu'une défaite militaire, c'était la perte de territoire, une armée réduite à rien, et surtout cette culpabilité de la guerre qu'on leur a fait porter, avec des dettes colossales. Ce sentiment d'injustice, ça a créé un ressentiment, mais un ressentiment profond, qui va devenir un carburant politique hyper puissant. 6 millions, il faut s'arrêter sur ce chiffre. 6 millions de chômeurs. Ce n'est pas juste une statistique sur un graphique, c'est quasiment un tiers de la population active qui se retrouve sans rien du jour au lendemain. Ça veut dire des familles qui ne peuvent plus manger, des jeunes sans aucun avenir. C'est un désespoir immense, un véritable gouffre. Et quand on est à ce point désespéré, eh bien, on est prêt à écouter n'importe qui, n'importe quoi. Surtout les promesses les plus folles. Et justement, dans ce vide, dans ce chaos, une voix va se faire entendre plus fort que les autres, celle des nazis, avec une promesse simple, brutale, mais d'une efficacité redoutable. Ce graphique, il est limpide. Regardez bien. En orange, on a la courbe du chômage. Elle monte en flèche. Et en violet, c'est le score du parti nazi. La courbe suit exactement la même pente. C'est une corrélation presque parfaite. On le voit sous nos yeux. La crise économique nourrit directement la montée de l'extrémisme. C'est mécanique. Et leur message, c'était ça, sauver la famille allemande, voter Adolf Hitler. Le génie diabolique de leur communication, ça a été de tout simplifier. La crise est compliquée, pas de problème. Ils proposent une réponse ultra simple. Il y a des coupables. Qui? Eh bien, le traité de Versailles, les politiciens, les juifs. Et face à ces coupables, il y a un sauveur. C'est une réponse simpliste, mais terriblement efficace pour calmer une angoisse collective. Et c'est là qu'on arrive au tournant décisif, le 30 janvier 1933. Et c'est ça le grand paradoxe. Hitler ne prend pas le pouvoir par un coup d'État. C'est la démocratie elle-même qui le lui donne. Le vieux président Hindenburg le nomme chancelier. Pourquoi? Parce que les élites de l'époque pensaient pouvoir le contrôler, l'utiliser, le manipuler. Ça s'est avéré être, probablement l'une des pires erreurs de jugement de tout le XXe siècle. Et une fois qu'il a les clés en main, tout va aller très, très vite. Le vernis de la démocratie ne va pas seulement se fissurer, il va exploser en 1000 morceaux. Pour se rendre compte de la vitesse de l'effondrement, rien de tel que de lire le journal d'un témoin de l'époque, Victor Klemperer. C'est effrayant. En mars 1933, il note « propagande partout, drapeau à croix gammée partout ». Un mois plus tard, en avril, le maire de Berlin, destitué. On élimine l'opposition. En juin, c'est encore plus clair. Un ministre déclare « on ne tolérera aucun autre parti ». Et en août, c'est fini. Tout le monde est mort de peur. En moins de 6 mois, la démocratie allemande a cessé d'exister. Le résultat, c'est ça. En quelques mois à peine, c'est terminé. Plus d'opposition politique, plus de syndicats, plus de presse libre, tous les contre-pouvoirs sont balayés. L'Allemagne est devenue un État à parti unique, entièrement contrôlé par le NSDAP. C'est aussi simple et brutal que ça. Et pour s'assurer que personne ne proteste, le régime met en place un outil essentiel, la terreur. Le premier camp de concentration, Dachau, ouvre ses portes dès mars 1933. Attention, à ce moment-là, ce n'est pas encore un camp d'extermination.
C'est un camp pour les opposants politiques. Le but est simple, les briser et envoyer un message à tous les autres. Voilà ce qui vous attend si vous vous opposez à nous. Mais liquider l'opposition politique, ce n'était que le début. Le projet nazi était bien plus ambitieux. C'était un projet totalitaire. Totalitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait un contrôle total. Pas seulement sur ce que les gens font, mais aussi sur ce qu'ils pensent, sur leur vie privée, sur tout. Et au cœur de ce projet, il y a une idéologie qu'Hitler avait déjà écrite noir sur blanc dans Mein Kampf. C'est une vision du monde complètement binaire et raciste. D'un côté, il y a l'arien, l'allemand pur, supérieur. Et de l'autre, tous les autres, et en particulier le juif, qui est décrit comme un parasite, un ennemi intérieur qui menace la nation. Cette déshumanisation par les mots, c'est la première étape absolument essentielle pour justifier la violence qui va suivre. Et regardez ces deux images, côte à côte. C'est la propagande nazie en action. À gauche, l'idéal, l'arien, fort, blond, héroïque. Et à droite, la caricature, une caricature antisémite abjecte tirée d'un livre pour enfants. On voit bien la stratégie. En martelant sans cesse ce contraste, on fabrique une image de nous contre eux. On prépare les esprits, petit à petit, à accepter ce qui devrait être inacceptable. Et cette idéologie, elle ne reste pas dans les livres. Elle devient une politique d'État. Et l'escalade est méthodique. D'abord, l'exclusion par la loi. Ce sont les lois de Nuremberg, en 1935, qui retirent la citoyenneté aux Juifs. Ensuite, l'humiliation sociale, en public, pour les isoler du reste de la société. Et une fois que ces deux étapes sont passées, on arrive à la troisième, la violence physique, organisée par l'État lui-même. Cette photo est terrible. Elle montre un de ces rituels d'humiliation publique. Mais il faut comprendre que ça ne vise pas seulement les deux personnes au centre. Ça vise aussi tous les gens qui regardent, sur le trottoir. La honte est utilisée comme une arme de contrôle social. Le message envoyé à toute la population est limpide. Soit vous êtes avec nous, soit vous subirez le même sort. Et la violence atteint un sommet en novembre 1938, avec ce qu'on a appelé la Nuit de cristal. Il ne faut surtout pas imaginer que c'était une sorte de mouvement de colère spontanée de la population. Pas du tout. C'était un pogrom planifié et organisé par le régime nazi. Des centaines de synagogues brûlées, des magasins détruits, des gens battus à mort. À partir de cette nuit-là, le message est clair pour tout le monde. Il n'y a plus aucune sécurité pour les Juifs en Allemagne. Un régime totalitaire, pour survivre, doit contrôler le futur. Et le futur, c'est la jeunesse. C'est le principe de ce qu'on appelle l'embrigadement. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intégrés dans les jeunesses hitlériennes. On leur apprend à obéir, à défiler, et surtout, on leur apprend que leur seule et unique loyauté doit aller à une seule personne, Adolf Hitler. Une loyauté qui passe avant celle due à leurs amis, à leur école, et même à leurs propres parents. Et tout ce projet peut se résumer dans ce slogan qu'on voyait absolument partout. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un peuple, un empire, un chef. C'est simple, c'est direct et ça dit tout. Un peuple, l'idée d'une communauté raciale pure. Un empire, l'ambition de conquête. Et un chef, la soumission totale de dizaines de millions de personnes à la volonté d'un seul homme. Alors, on termine non pas avec une conclusion, mais plutôt avec une question ouverte. Parce que ce que nous montre cette histoire terrible de la République de Weimar, c'est que les démocraties ne sont pas éternelles, elles sont fragiles, elles peuvent mourir. Et ça nous laisse avec une interrogation qui reste terriblement d'actualité. Quels sont les signes avant-coureurs? Savoir reconnaître les dangers, la haine de l'autre, la manipulation de l'information, l'attaque contre les institutions, la désignation de boucs émissaires, c'est peut-être ça la leçon la plus fondamentale à tirer de cette page sombre de l'histoire.